Donc on l'entend, dans les États fragiles, les journalistes sont confrontés à des défis sécuritaires, à des défis financiers, à des défis en termes de formation professionnelle. Mais moi, je pense que les défis qui sont posés par le contexte haïtien sont aussi spécifiques. Et ça nous a beaucoup étonnés quand on est arrivé en Haïti et qu'on a observé qui étaient les acteurs présents dans le secteur du renforcement des capacités des médias, de voir qu'on retrouvait là les mêmes acteurs que ceux qui interviennent dans les pays post-conflit dans lesquels on travaillait ailleurs. On retrouve les mêmes ONG qu'au Burundi, les mêmes ONG qu'au Congo, alors qu'il n'y a pas eu de conflit en Haïti. Et donc ça nous a beaucoup interpellés de nous dire, toutes ces ONG qui utilisent les médias dans le sens du journalisme de paix, de la construction de la paix, que font-elles ici dans un pays qui n'a pas connu de guerre comme le Congo ou le Burundi? Et donc, voilà, on a tout de suite saisi qu'il y avait des particularités de ce paysage médiatique. Et donc, je vais donner la parole maintenant à Godson Pierre, qui va nous essayer de nous livrer les caractéristiques de ce paysage médiatique haïtien et ses particularités. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup les organisateurs pour cette invitation. Et évidemment, j'éprouve un réel plaisir à pouvoir m'exprimer dans ce débat autour des difficultés et des enjeux du journalisme en Haïti. Focus sur Haïti, même si on parle d'État fragile en général. Et je vais dire d'entrée de jeu que la notion d'État fragile étant posée comme une étiquette, et j'exprime des réserves sur cette notion, et d'autant que on peut se demander, sans nier les responsabilités nationales dans la situation d'Haïti aujourd'hui, s'agit-il d'un État fragile ou d'un État fragilisé? Et il est évident qu'un État fragilisé devient véritablement un État fragile. Alors donc, en Haïti, en tant que société spécifique, nous pouvons parler d'explosion de médias depuis un certain temps, dans une société caractérisée par une tradition d'autoritarisme et par la précarité. Je prendrai un petit bout de temps rapidement pour dresser le contexte médiatique en termes de quantité de médias. Il y a environ aujourd'hui en Haïti 700 stations de radio, 100 télévisions et 2 quotidiens, et puis différents hebdomadaires et médias en ligne pour une population qui est plus ou moins similaire à celle de la Belgique et sur un territoire qui est à peu près de la même superficie. La radio, comme c'était mentionné ici, c'est le média le plus important encore en termes d'audience. C'est le média le plus disponible, le plus accessible, le moins coûteux. Et la télévision, elle, est en développement. Son audience se renforce progressivement dans les villes. Les journaux sont à tirage limité, environ 20 000 abonnés, mais ils ont une forte influence dans la vie politique en Haïti. L'audience d'Internet s'élargit, environ 20% de la population y ont accès et l'évolution est très rapide. Les autres médias s'en servent comme source d'information et les réseaux sociaux font interagir les Haïtiens de l'intérieur comme ceux de la diaspora. Les jeunes s'en approprient en Haïti aujourd'hui. Alors, la liberté de la presse, on peut dire qu'elle existe en Haïti. C'est un acquis inébranlable des 30 dernières années. Le pays occupe aujourd'hui la 53e place sur 180 pays dans le classement mondial 2017 de Reporters sans frontières. Haïti ne parvient pas à retrouver sa performance de 2014. Cette année-là, elle occupait la 47e place. Maintenant, une des caractéristiques d'Haïti, c'est que c'est un pays quand même où on retrouve une tradition d'autoritarisme et
dans cette tradition-là, la presse, à certains moments, a joué le rôle de contre-pouvoir. Durant ces plus de 200 ans d'indépendance, Haïti a connu beaucoup d'expériences de pouvoir autoritaire. La plus terrible est certainement la dictature des Duvalier de 1957 à 1986. La sortie de dictature n'a pas été de tout repos et il y a eu quelques éclaircies démocratiques dans une transition très difficile. Il y en a qui disent que nous sommes encore dans une transition qui n'en finit pas. Vers les années 70, alors c'est dans ce contexte qu'apparaît le courant appelé le courant de la presse indépendante en Haïti, contexte de lutte contre la dictature. C'est une des périodes fortement caractérisées par une tendance de contre-pouvoir au sein d'une partie de la presse. Cette presse informe sur les réalités socio-économiques, sur les réalités politiques. Elle donne à lire et surtout à entendre des secteurs critiques vis-à-vis de la dictature. L'expérience dominante est celle d'une radio qui s'appelle Radio Haïti Inter, qui n'existe plus maintenant. Et la chose la plus importante qu'a faite cette radio, c'est d'introduire le créole dans la sphère d'information en Haïti, ce qui a libéré un petit peu l'expression au niveau de l'information, parce que avant l'information se faisait presque strictement en français, une langue que ne partage pas, disons, la majorité, que ne comprennent pas les Haïtiens dans leur majorité. Mais il y a eu aussi la répression contre cette expérience. En 1980, la radio a été fermée, les journalistes exilés, d'autres emprisonnés, et l'ensemble de la presse qui se trouvait dans ce courant-là a été réprimé. Et puis, donc, le flambeau est repris par une autre station qui s'appelle Radio Soleil, appartenant à l'Église catholique, qui est devenue dans les années d'avant, 1986, une caisse de résonance des revendications démocratiques et populaires, un espace de réflexion et d'échange qui contribue à la chute de la dictature en 1986. Et après, si je résume très rapidement, je peux dire qu'il y a eu une continuité de cette tendance dans des engagements qui ont été pris soit par des organismes ou d'autres médias durant la période, par exemple, du coup d'État sanglant de 1991. Entre 1991 et 1994, les militaires ont pris le pouvoir en Haïti et mettant fin, ou tentant de mettre fin à ce qui devait être la première expérience démocratique avec les élections de 1990. Et c'est à la suite de cette période qu'on a vu se développer le mouvement des radios communautaires en lien avec un pôle de presse alternative. Maintenant, sous la poussée des conjonctures politiques qui ont suivi la chute de la dictature de Duvalier, le nombre de médias a explosé, mais des problèmes de qualité de l'information se posent. Et d'un point de vue général, on estime même qu'il y a eu un recul considérable. Les références de rigueur ont été, ou bien même sont laissées de côté, puisqu'on parle au présent. La facilité semble dominer alors que les conjonctures se révèlent de plus en plus complexes. Dans une confusion entretenue, on dirait, des forces politiques, mais aussi des forces d'argent et d'autres forces encore tentent de mettre en péril la mission d'informer, qui est donc celle de la presse et des médias en général. Alarmé par cette situation, un confrère a lancé en 2005 un vibrant appel à sauver le journalisme. Vario Serran est le cofondateur du groupe que je coordonne, qui s'appelle le groupe Médias Alternatifs. Il fustige des comportements irresponsables, des comportements malhonnêtes de la part des gens qui se disent journalistes et qui participent à un trafic de l'information.
Il y a aussi un déficit en matière de gouvernance du paysage médiatique, et ça c'est un phénomène, je pense, important à souligner. L'autorité de régulation en Haïti est soumise à des logiques surtout politiques et a beaucoup de mal à contenir la ruée vers l'occupation des ondes. Sur 700 radios répertoriées, plus de la moitié n'est pas reconnue légalement. Le taux de saturation de la bande FM pour les stations, la part des stations, à peu près la moitié légale, est estimé à 158% dans la zone métropolitaine, c'est-à-dire qu'il y a 58% en plus de radios que peuvent, disons, aménager la bande FM elle-même à Port-au-Prince et dans la zone métropolitaine en général, 108% dans l'Artibonite, qui est une partie du Nord, 122% dans le Nord et le Nord-Est, et 122% également dans le Sud du pays. Alors qu'entre-temps, il y a des types de radios qui n'existent pas. Peut-être chez vous, il y a des radios universitaires, chez nous, il n'y a pas de radio universitaire. Et aujourd'hui, il n'y a pas de place pour abriter une radio universitaire, par exemple, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, parce que c'est saturé. Dans la plupart des médias, les réalités des régions, donc les réalités locales ou régionales, ne sont pas reflétées ou bien sont peu reflétées du fait d'une présence relativement faible de correspondants locaux et plus encore d'envoyés spéciaux dans ces régions-là. La question ne se pose pas seulement en termes de volonté, mais également en termes de moyens pour déployer des équipes en région. C'est un des principaux facteurs de la centralisation de l'information sur Port-au-Prince et moindrement sur quelques villes de province. Il faut dire que cela ne concerne pas seulement l'information. Dans l'administration à Port-au-Prince, il y a une, disons, pratique ou une tradition de centralisation. Trop souvent, donc, il faut profiter d'un déplacement organisé par une ONG, une organisation multilatérale ou bien une institution d'État pour se rendre sur le terrain. Certains médias arrivent même à mettre quelques balises, mais d'autres ne se préoccupent même pas de risques qui pourraient peser sur une éventuelle indépendance. Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, même si on parle de départ de la MINUSTA, qui sera bientôt remplacée ou qui est en train d'être remplacée par la MINUJUST, ce contexte d'occupation, eh bien, les institutions médiatiques échappent difficilement au magnétisme de l'acteur étranger qui est devenu un des principaux locuteurs dans l'espace public en Haïti à travers des conférences de presse qui se multiplient presque tous les jours, des interviews, des communiqués, des visites guidées, des soirées mondaines et d'autres activités mises en place par ces organisations-là. Les thématiques liées à l'actualité brute sont omniprésentes, c'est l'actualité facile, en dépit de certains efforts pour mettre l'information en perspective et tenter de la traiter en profondeur. Donc, les genres journalistiques utilisés sont aussi limités, la brève, les comptes rendus, les interviews, un peu moins d'éditoriaux. Les autres genres explicatifs ou analytiques sont presque absents dans le paysage médiatique haïtien. Et dans notre société, peut-être un peu surpolitisée et affectée par une polarisation exacerbée, les thèmes politiques constituent quasiment l'essentiel des contenus, à part quelques médias qui maintiennent une rubrique économique. Ce thème n'est pas traité ou n'est traité qu'occasionnellement. Et le social, la santé, la culture ou l'environnement apparaissent moins souvent parmi les thèmes d'actualité. Et puis, bien entendu, il y a très peu d'investigations journalistiques. Cette très faible part de journalisme d'investigation peut s'expliquer par le fait que le pays a une tradition de régime autoritaire, j'en parlais, de bâillonnement des journalistes. La justice est faible en Haïti et ne parvient pas à mettre en confiance les journalistes sur la capacité à les protéger.
D'ailleurs, cette faiblesse de la justice porte aussi les citoyens à avoir recours aujourd'hui encore aux radios pour des affaires qui devraient être traitées ou adressées à des tribunaux. L'exemple, les conflits terriens. On va à la radio pour exposer un problème terrien que devrait, par exemple, régler la justice. Dans une ambiance générale d'impunité, les assassins de journalistes courent les rues en Haïti. Un cas emblématique est celui du plus grand journaliste haïtien des 50 dernières années. Je veux parler de Jean Dominique, qui a été assassiné en 2000. Le processus judiciaire, 17 ans après, continue de buter sur des obstacles. Un tel exemple, donc, envoie un signal très négatif, très fort, très négatif et dissuasif aussi à la profession. Voilà, le peu d'investigation n'est pas sans relation non plus avec la faiblesse des moyens de la plupart des médias pour entretenir des équipes appropriées. Le temps que ça prend pour conduire une investigation demande aussi de l'argent, que l'équipe soit rémunérée. Autre aspect très important, les outils théoriques, je pense, qui sont nécessaires à pouvoir faire ce travail pour développer ce genre ne sont pas assez disponibles dans les établissements de formation de la place en Haïti. Et puis, il y a aussi en Haïti un phénomène extrêmement important qui est le problème de l'accès à l'information, malgré une obligation constitutionnelle qui fait injonction au pouvoir public d'informer la population. L'administration publique refuse toujours de s'ouvrir. Les moyens sophistiqués sont mis en œuvre pour développer des stratégies de communication gouvernementale, jusqu'à la propagande même, mais les journalistes ont beaucoup de mal à trouver l'information dont les citoyens ont besoin sur les dossiers d'intérêt public. Il y a aussi, je pense, une tradition de bouche cousue en Haïti, en partie renforcée par la longue dictature qu'on a connue, la dictature des Duvalier. Il y a donc un ensemble de difficultés à trouver des informations publiques qui contribueraient, entre autres, à alimenter la vie associative. Et donc, ce vide laisse la place à des rumeurs dont la vitesse de circulation se démultiplie aujourd'hui avec les réseaux sociaux en Haïti. La volonté d'entraver la circulation de l'information publique a amené récemment le Sénat haïtien à voter un projet de loi sur la diffamation qui prévoit de lourdes sanctions contre les journalistes et ce projet de loi subordonne le travail journalistique à celui de la justice. Actuellement, un plaidoyer est mené au niveau du secteur de la presse en faveur d'une loi sur l'accès à l'information et ce texte est introduit au niveau du Parlement, accompagné bien entendu d'un débat public qui s'initie maintenant. Mais en dépit de l'ambiance sociopolitique, je dirais quelque peu hostile malgré certaines dérives, on peut dire que les jeunes générations aujourd'hui considèrent, et à juste titre, à la suite des combats menés par des aînés, qu'elles ont bien une bouche pour parler et pour se faire écouter, ce malgré des cas d'intimidation et d'agression qui ont été enregistrés ces dernières années. Mais la liberté d'expression, pourquoi faire? Pourquoi pouvoir parler, s'exprimer? Eh bien, c'est une question qui nous interpelle aujourd'hui et qui nous interpelle surtout sur ce que nous devons faire nous-mêmes de la liberté de l'information, de la liberté de la presse pour qu'elle puisse servir au renforcement démocratique et au progrès social. Un autre enjeu, c'est celui du statut du journaliste lui-même. C'est un énorme chantier. Des étapes importantes ont été franchies dans le processus d'organisation du secteur. Des associations de médias
se sont constituées aux côtés d'associations de journalistes, mais les associations ont besoin de mieux se structurer et de se dynamiser. Je vais bientôt finir pour dire que, pour insister sur le fait que les médias en Haïti, comme ailleurs, doivent être ou peuvent être un relais essentiel pour l'établissement d'un état de droit. En Haïti, comme dans tout pays qui doit relever le défi du développement et celui de la transition démocratique, les médias qui sont en faveur d'un état de droit ne peuvent pas être désincarnés. Les médias et la société civile, c'est mon avis, ont une alliance à faire, un combat à mener ensemble pour la promotion et le respect des droits humains. Cela passe, par exemple, par la sensibilisation des populations, l'interpellation des responsables, entre autres, sur la question de l'impunité, par exemple. La société civile doit être une partenaire des professionnels de médias et ces derniers doivent opérer avec équité, honnêteté, tout en conservant leur autonomie. En plus d'informer, de renseigner, de rassembler, d'orienter, d'alerter et de révéler, les médias se doivent surtout d'aider à faire la lumière sur des phénomènes et des faits frappants qui constituent des obstacles à l'avancement de notre société. Merci. Merci beaucoup, Godson.